couleurs et de lumière d'une région qui n'est jamais aussi belle qu'en automne. Notre Zoom vous offre aujourd'hui une découverte de la Champagne, de ses vignes et de son sol de craie qui recèle, vous allez le voir, bien des trésors. Sébastien Renaud, Jean-Yves May et Christophe Niolac. Et si pour une fois nous plongions au cœur d'un tableau? Derrière l'abstraction du dessin, qu'y a-t-il? Des souliers terreux sur un sol d'automne? Un jeune homme avide de goûter en Champagne le raisin d'une première cuvée et d'imaginer sa saveur. C'est pas moi qui décide. Hein. C'est la nature. Hein. Ouais. À 28 ans, Thibaut a décidé de créer son vin de Champagne. Sur les coteaux de Fleury-la-Rivière, il exploite 2 hectares de vignes. Il y laisse vivre la nature, les insectes et les herbes folles pour écrire l'histoire de son vin biologique. Ah ouais, c'est le respect du vivant. Hein, on ne touche pas au vivant, on ne fait que l'accompagner. Je sais pas, il y a une sensation de... On se sent bien. Ça s'explique pas, je pense. Laisser mûrir, attendre, observer les couleurs du temps. Il n'a pas choisi ses vignes par hasard. Je suis au-dessus, il est en dessous. Ah oui, il est où là? Il est en train de creuser quelque part, donc maintenant il a avancé, il est un peu plus dans la colline, derrière le bois là. Et donc voilà, il creuse, il creuse. Patrice? À 30 mètres sous la surface, terré, son père mène une quête sans relâche depuis 20 ans. Alors vous voyez, dès qu'on détache un bloc de sable, ben voilà, un coquillage sur coquillage. Nous voici transportés à l'ère lutétienne, il y a 45 millions d'années. La vallée de la Marne est une mer tropicale. C'est le royaume du campanile giganteum, un gastéropode géant de plus de 40 cm de long. Infatigable, Patrice a décidé d'ouvrir un nouveau front de plusieurs kilomètres. Et là, ici, pour pas trouver, il faut le faire exprès, quoi. Dans les sédiments sableux, les coquillages pullulent. Il y a même un petit oursin, là, ici, le petit disque blanc, là. Les coquillages de l'époque ont fixé l'iode marin, et alors quand les coquillages sont en cours de dissolution, ça libère l'iode, et c'est absorbé par la plante. Ça va conférer au vin des notes iodées. Juste au-dessus, son fils Thibaut goûte un jus fermenté. Et si vous deviez décrire ce goût-là? C'est bon. C'est la saveur du temps. Les premières bouteilles verront le jour dans 4 ans. Il faut savoir attendre et écouter le cri du vin. En lisière de vigne, une colline et une forêt à la biodiversité exceptionnelle. 1032 hectares de chênes, pins, marécages et oiseaux de toutes sortes. Denis l'arpente tous les jours. Il tient à nous montrer une curiosité. Les faux. Bizarre, quoi. En biologie végétale, c'est improbable. Hein. Ce sont des hêtres au tronc noueux comme des ceps de vigne. C'est improbable. Tortueux comme l'histoire qui les a épargnés, malgré les guerres et l'allégresse des villageois venant y danser le jour du 1er mai. Dans la forêt de Verzy, ils sont près de 800 et tous ne sont pas identiques. Celui-ci comporte une branche volage. C'est ce qu'on appelle les faux chimères. C'est-à-dire qu'au début, bien sûr, les troncs sont tortillards. Et après, en fait, les branches ne sont plus parasols, mais elles repartent vers la lumière. C'est ce qui va faire la différence. Une énigme. Alors ici, on a un autre cas particulier. C'est un être commun qui est reparti tortillard à son pied. La théorie scientifique la plus probable, c'est une dégénérescence génétique qui aurait créé une variété de cette espèce. Ça reste qu'une théorie, donc on n'a pas de preuves scientifiques. Et tant qu'il n'y a pas de preuves scientifiques, on ne peut pas dire qu'on a résolu l'énigme des faux.
Ce qui fait aussi le charme de la forêt, c'est ce mystère. Il faut juste regarder. Regroupés sur le site d'une ancienne abbaye bénédictine, les faux ont été préservés. Pour leur amener de la lumière, les moines, au fil des siècles, ont élagué les arbres alentours en clairière. Descendant vers la plaine, une formation d'oiseaux migrateurs nous guide vers des soldats français tombés au champ d'honneur. L'un des nombreux cimetières, témoignage des batailles de la Marne qui en 1914 et 1918 furent parmi les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale, nous indique que Reims n'est pas loin. Sur la route, nous guettons la flèche de la cathédrale, mais nous entendons soudain le son d'une Bugatti. Des passages à 250, des incidents mécaniques, une lutte impitoyable. 1956, le Grand Prix de France de Formule 1 a lieu sur le circuit de Gueux, 8 km en plein territoire champenois. Un assaut furieux de la vanguard de Shell et un arrêt de Fangio, Ferrari triomphe avec l'anglais Peter Collins comme à Monza. Après avoir accueilli 14 Grands Prix, souffrant de problèmes financiers, le circuit ferme en 1972. Classé au patrimoine monumental français, gradins, stands, pompes à essence en francs et publicité de l'époque sont toujours là. À seulement 5 km, surplombant les hectares de vignes, se dresse un monument. Édifiée à partir du XIIIe siècle, bombardée, restaurée, la cathédrale de Reims nous offre une avalanche de chiffres. 87 mètres de haut, 2303 statues, près d'1,5 million de visiteurs par an et un fait mémorable. Pour nous le conter, il fallait au moins un professeur d'histoire. Un historien vit toujours avec le souvenir de ce qui s'est déroulé ici. Alors, à la fois la vie liturgique, les fastes des sacres, 25 sacres ont eu lieu dans l'église que nous visitons aujourd'hui. Mais notre récit se déroule sous la nef, à 4 mètres de profondeur, au milieu d'un chantier spécialement ouvert pour notre caméra. En 1996, après 3 ans de fouilles, les archéologues mettent au jour une dalle rectangulaire. Le baptistère où Clovis, roi des Francs, fut immergé et converti à la religion chrétienne en l'an 496. Instant fondateur pour l'Église et la monarchie, le premier roi sacré à Reims en 816 fut Louis le Pieux. Il suffit d'écrire son nom pour comprendre. Clovis, Louis, Ludovicus, c'est le même nom. Louis est un nouveau Clovis et il marquait par là la continuité. Et Louis, c'est le nom le plus porté par nos rois. Louis l'emporte sur Charles par 18-10. Et Clovis se fond dans le bleu des vitraux de Chagall, comme pour renouer la chaîne du temps. Le 29 mai 1825, un dernier sacre, celui de Charles X, attire une foule considérable. Après la cérémonie, un écrivain de 23 ans flâne dans la ville. Dans la rue Folle-Peine, aujourd'hui bordée d'immeubles sans caractère, il aperçoit une jeune gitane. Un peu plus loin, au pied de l'église Saint-Rémy, il croise un sacristain bossu. Esmeralda et Quasimodo viennent de naître dans l'esprit du jeune Victor Hugo. 2 ans plus tard paraîtra le roman Notre-Dame de Paris. À quelques centaines de mètres dans les salons feutrés de l'hôtel Verlet, un autre récit va connaître un rebondissement. Une histoire de famille et de vin de champagne.
Mon arrière-grand-mère Camille a énormément compté dans cette maison parce qu'elle était sacrément autoritaire et elle avait une sacrée volonté. Et qu'en 1932, quand elle a hérité cette maison, qui était en faillite, hein, il y avait un administrateur judiciaire qui était nommé, et ben elle a pas baissé les bras. Elle a eu cette vision, elle a eu cette volonté, cette ténacité. Et je pense qu'elle avait un vrai sentiment d'avoir ce joyau entre les mains et qu'elle devait en faire quelque chose, quoi. Camille va savoir utiliser l'image de prestige véhiculée par la cour de Russie, premier client de la maison avant la révolution de 1917. Elle développe la cuvée Cristal, ces bouteilles à fond plat conçues spécialement pour le tsar Nicolas II et empêchant la dissimulation d'un explosif. Dégorger une bouteille, en extraire le dépôt, goûter la mousse pour en déceler les éventuels défauts, puis humer le parfum d'un été finissant au moment des vendanges. Instant rare et précis. On peut goûter d'ailleurs, c'est bien sucré. C'est parfait ça. On vient goûter les raisins et quand on juge qu'on a les bons équilibres, c'est le moment et là, il faut y aller. De ce labeur du vendangeur naît une chorégraphie. Une main dans la pénombre danse en remuant les bouteilles de la cuvée Cristal. Un geste sec, un quart de tour, afin de décoller les lits de la paroi, les faire tomber vers le goulot. Un regard en silence. Une fulgurance, un palais en éveil, puis une révélation. L'œnologie moderne parle de beaucoup de choses, un peu scientifiques, mais c'est pas ça qui est intéressant. Quelle perception, voilà, comment le vin va passer de la bouche au cœur sans passer par le cerveau. Ça sent la forêt, là. Et en compagnie d'un chef volubile, en passant des yeux à la bouche, l'on pourrait presque concentrer un paysage dans une assiette. On a les sarments de vigne, on a notre grillade avec les sarments de vigne, et puis là on va y griller. On va y griller, ça peut être un poisson, ça peut être une viande tout simplement. Les choux-fleurs, voilà, on est sur le côté, on a l'impression d'avoir justement de la craie. On est sur les petits coquillages. Il y a une puissance dans cette région qui est là, et moi je veux retranscrire cette puissance dans les assiettes. Donc ici, bon, entre craie et vigne, et puis là, quintessence de la forêt. C'est au petit matin un parfum de sous-bois qu'exhale la forêt de Verzy. L'humidité marine d'une galerie calcaire. Des vignes alignées comme on part au combat. C'est la Champagne dans un tableau. Et avant de refermer ce journal, une toute dernière image. La nuit dernière, Agnès Varda a reçu un Oscar d'honneur pour ses 60 ans de carrière. Et c'est l'actrice Angelina Jolie qui a remis sa statuette à la réalisatrice française de 89 ans. Vous le voyez, elles n'ont pas hésité à entamer un joyeux pas de danse pour fêter cette si prestigieuse récompense. Agnès Varda, figure de la nouvelle vague et à qui l'on doit notamment le film Sans toi ni loi avec Sandrine Bonner. Voilà, c'est la fin de cette édition, mais restez avec nous dans un instant. Vous allez vivre des aventures en famille. Ils sont mariés, femmes, parents et enfants, et ils ont décidé de travailler ensemble, de reprendre un cirque ou de partir faire un long voyage. Des tribus qui résistent à toute épreuve. À tout de suite.